Nous avons avec nous en ligne Laurent Châtel-Chex, qui est directeur du laboratoire NC3 et professeur à l'INRS. Bon après-midi, Monsieur Chex. Bonjour, Monsieur Pierre. Merci de votre invitation. Merci. Ça va bien? Oui, ça va et vous? Oui, très bien. Alors, quand j'ai lu l'article ce matin, je pense dans la presse, on parle de la construction d'un nouveau laboratoire hautement sécurisé, l'adverbe est important, qui vient d'ouvrir en pleine pandémie, et on nous dit en d'autres termes que ce laboratoire va permettre de faire des recherches de pointe et de manipuler, de faire de la recherche sur de dangereux pathogènes comme le virus du Nil occidental et celui causant la COVID-19. Alors, je me dis tout de suite, là, est-ce que on ne devrait pas craindre ce nouveau laboratoire, étant donné qu'on a dit tellement de choses de la Chine, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Oui, bien sûr. On parle effectivement d'un virus très dangereux qui a pu s'échapper du laboratoire, n'est-ce pas? À Wuhan, et c'est ce qui nous a valu la COVID-19. Bon, ça c'est des rumeurs, n'est-ce pas? Qui n'ont jamais été vérifiées. Mais maintenant, cette image reste dans la tête et on se dit manipuler des virus dangereux. D'accord. Bon, je vais essayer de vous rassurer un petit peu alors dans ce cas-là. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que l'utilisation d'un tel laboratoire est extrêmement sécuritaire. L'accès est extrêmement restreint. On a beaucoup de procédures en place pour assurer le fait que les pathogènes avec lesquels on travaille ne sortent pas de ce laboratoire, et aussi pour assurer la sécurité des utilisateurs. Ok. Ce type de laboratoire est assez courant dans la recherche biomédicale. Donc c'est pas comme le laboratoire de Wuhan qui était à un niveau 4 par exemple. Niveau 4, il n'y en a qu'un seul au Canada, il est à Winnipeg. Donc on ne travaillera pas avec des pathogènes comme Ebola ou des choses comme ça. Ce que je dois dire, c'est que on a une licence, on a un certificat d'utilisation qui est émis par l'Agence de santé publique du Canada. On a dû effectuer énormément de tests de sécurité, de tests d'intégrité de la structure, aussi des tests en cas de défaillance, qui est hautement improbable. On a dû faire certifier toutes nos procédures d'utilisation pour respecter la sécurité, l'habillement des utilisateurs. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement contrôlé et qui doit être renouvelé à chaque année. Et aussi, c'est l'intégrité des scientifiques. J'imagine qu'on doit être sûr de chacun de ceux qui travaillent avec vous, parce que bon, il suffit d'un dérapage et puis le mal est fait. Il faut savoir que les gens qui vont travailler, donc déjà, c'est pas beaucoup de personnes qui vont travailler dans ce laboratoire. On parle peut-être d'une dizaine de personnes au grand maximum. Donc, c'est des employés de laboratoire qui sont spécialisés en virologie. Donc, on a un gros axe une thématique de recherche dans notre centre sur les maladies infectieuses. Pour avoir accès à ce laboratoire-là, on a une formation théorique qui est quand même importante et une formation pratique qui l'est tout autant. Et évidemment, on ne laissera pas entrer n'importe qui dans ce laboratoire qui est à accès très restreint. Donc, à ma connaissance, j'ai jamais entendu parler de scientifiques qui pouvaient être mal intentionnés et faire sortir ces virus-là. De toute façon, ce virus-là est déjà dans la communauté, donc à ce niveau-là, faut pas en avoir peur. Monsieur Chex, cette rumeur de virus échappé dans le laboratoire. En principe et en pratique, c'est non pensable, c'est ça? Alors moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais de mon point de vue, c'est hautement improbable. Un laboratoire de niveau 4, c'est des protections, mais c'est des mesures de sécurité qui sont bien plus supérieures que celles qu'on a en place avec notre niveau 3, pour normalement des pathogènes qui sont extrêmement dangereux. Si vous regardez les personnes qui travaillent dans ces laboratoires, ils ont un peu des
des tenues de cosmonautes, si vous voulez, avec de l'air qui arrive directement dans les combinaisons. Les gens sont obligés de se doucher dès qu'ils rentrent, dès qu'ils sortent. C'est hyper contrôlé. Alors maintenant, si ils ont effectivement respecter les règles qui sont censées être en place dans ce type de laboratoire, normalement, il n'y a aucune chance que ça soit sorti. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est sûr que la Chine n'est pas toujours très transparente vis-à-vis de ces pratiques, mais il y a la possibilité que ça ait été transmis d'un animal à l'homme dans, par exemple, des marchés humides est hautement probable. En fait, tout vient du fait qu'il semblerait que ça se soit passé dans une ville où il y avait un laboratoire de niveau 4. Je veux aussi préciser, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, c'est actuellement, avec nos connaissances, c'est littéralement, moi c'est ma spécialité, là c'est impossible que ce virus-là ait été créé par l'homme. C'est-à-dire qu'il ait été conçu par l'homme. C'est impossible. C'est possible qu'il ait été cultivé en laboratoire, mais c'est impossible qu'il ait été créé de toutes pièces par l'homme. C'est tout simplement impossible avec les connaissances que l'on a aujourd'hui. Donc c'est peu qu'il y ait eu un accident qui normalement ne devrait pas arriver, mais qui a été créé par l'homme, c'est tout simplement impossible. Avec l'inauguration de ce laboratoire, parce que on a compris que la COVID nous a fait comprendre au Canada qu'on est un tant soit peu en retard sur les développements de vaccins. Est-ce que on peut espérer recommencer, reprendre la fabrication de vaccins, tels des vaccins contre la COVID-19 ou d'autres COVID? Le Canada a fait des efforts pour pallier à ce défaut-là. Je pense que le CNRC est en train de contribuer à monter une usine à Montréal pour synthétiser le vaccin de Novavax. Dans notre cas à nous, c'est plus pour tester des vaccins ou les développer. C'est pas pour les synthétiser. Mm-hmm. C'est plus pour trouver des nouveaux vaccins ou tout simplement, s'il y a des nouveaux variants, on parle beaucoup des variants, on pourrait facilement, s'il y a un nouveau variant qui apparaît, je sais pas, dans un mois, on pourrait très facilement tester si ce variant-là est sensible ou non aux anticorps qui sont générés par les vaccins actuels. Ça, c'est faisable. Ou aussi, tout simplement, pour étudier ce variant-là et comprendre en quoi est-ce qu'il serait plus virulent ou moins virulent. Ça pourrait nous aider vraiment à répondre à ces questions-là très rapidement, ce qui n'est pas toujours évident dans des laboratoires qui ne sont pas de niveau de confinement 3. Il faut trouver des manières détournées pour ne pas travailler avec le vrai virus, si vous voulez. Alors, vraiment, une question qui ne nous concerne pas, mais en parlant de vaccins, d'où est venue cette idée que le fait que le vaccin qu'on a aujourd'hui, en tout cas les trois types connus à ce jour, le fait qu'ils aient été fabriqués dans l'espace d'en moins d'un an, que ces vaccins-là ne pouvaient pas être efficaces parce que, paraît-il, qu'un vrai vaccin qui se respecte véritablement doit compter pour sa préparation au moins 1 an et demi, 2 ans, etc. OK. Donc, c'est vrai que ce développement très rapide, c'est un exploit. Honnêtement, développer un vaccin en 1 an, comme ça, c'est un exploit. Et surtout avec ce type d'efficacité-là, notamment pour les vaccins ARN de Pfizer et Moderna. Mais il faut bien que les gens comprennent que, en ce qui concerne les vaccins ARN, donc les vaccins de Pfizer et Moderna, il y avait déjà des candidats, ils avaient déjà la technologie en place avant la pandémie de Covid-19. Donc eux, ils étaient déjà en train de tester d'autres vaccins ou d'autres traitements à base d'ARN. Et quand la Covid-19 est arrivée, ils se sont dit, on va tout de suite appliquer notre technologie, puis on va voir le potentiel de tout ça. Et on a beaucoup de chance que ces vaccins-là soient très efficaces avec très peu d'effets secondaires. Donc c'est pas du jour au lendemain que c'est sorti comme ça. Ça tombe pas du ciel. En ce qui concerne le vaccin d'AstraZeneca ou le vaccin Johnson & Johnson, c'est plus des vaccins qui sont basés sur des vecteurs adénoviraux. C'est des technologies et des plateformes qui existaient déjà avant. C'est pas encore là, c'est pas nouveau. Ce qui a changé, c'est que à cause de l'urgence sanitaire, tout a été accéléré. Par contre, c'était beaucoup plus facile de recruter des gens pour les essais cliniques. Et par contre, à ce jour, quand on regarde les données qui commencent à apparaître dans la population vaccinée, ça correspond quand même
assez bien aux résultats des essais cliniques. Donc ça veut dire que les essais cliniques ont été bien faits, les résultats étaient fiables, statistiquement significatifs. Et moi, je suis très, très optimiste là sur l'efficacité des vaccins, en tout cas sur les souches qui circulent. Moi aussi, cependant, on n'est pas sorti de l'auberge parce que des réponses très sincères et très vraies que vous nous avez données par rapport à des préparations qui existaient même avant l'arrivée des vaccins, ça correspond malheureusement avec une certaine théorie en disant, ouais, ils ont, pour faire beaucoup d'argent, fabriqué ce virus et tout ça, en créant le vaccin, en l'ayant davantage à l'avance, n'est-ce pas, pour faire encore beaucoup d'argent, les pharmaceutiques. Mais on n'est quand même pas sorti de l'auberge. Hein? Oui, si je peux commenter sur cette question-là, si ça vous dérange pas. Non, oui. Oui. C'est sûr que Pfizer et Moderna vont faire beaucoup d'argent. Ça, c'est sûr. Mais quelque part, je trouve qu'ils le méritent considérant l'exploit du développement. Ce que les gens aussi doivent garder en tête, c'est qu'il y avait à peu près une centaine de candidats vaccins. Et au final, on va peut-être en avoir 5, 6. Tous les 93 autres, eux, ils ont investi beaucoup d'argent, ils en feront pas. Donc on parle beaucoup de ceux qui vont faire de l'argent, mais on parle pas vraiment de tous ceux qui ont perdu de l'argent. Ouais. Je voulais aussi, là c'est pas vis-à-vis des vaccins, on a beaucoup parlé que les compagnies font accepter leur traitement, puis c'est une histoire de lobby, puis qu'on n'a pas voulu accepter l'hydroxychloroquine parce que c'était pas cher et tout ça. Pour contrer un peu cet argument-là avec lequel je ne suis pas du tout d'accord parce que l'hydroxychloroquine ne marche pas, les essais cliniques ont démontré clairement que ça ne montrait pas. En revanche, ça a démontré par exemple que le dexaméthasone, un anti-inflammatoire, marche et maintenant il est utilisé en clinique et ce médicament ne coûte absolument rien. Donc si vraiment il y avait un lobby pour des compagnies pour faire accepter des molécules au détriment d'autres qui ne coûtent rien, ça ne tient pas parce que le dexaméthasone maintenant a réduit les mortalités de 30% et ne coûte absolument rien et les cliniciens l'ont intégré volontiers dans leur traitement. Donc c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se faire de l'argent, on va dire, avec des traitements, enfin des vaccins ou des traitements contre la Covid. Mais honnêtement, si ça nous permet de nous sortir de cette panade-là qui perdure, c'est un juste prix à payer, selon moi. Oui, effectivement. La seule chose, c'est quand il y a de la surenchère. Ça, c'est sûr. Ça, là, on ne fabrique pas assez, on arrête telle usine, etc., pour en produire, et ça fait surenchérir automatiquement le coût qui explose et tout ça. Ça, c'est sûr qu'il y a pas beaucoup de transparence vis-à-vis du coût que l'on paye pour ces vaccins-là. En ce qui concerne la production, évidemment, tout n'est pas transparent, mais à la décharge de Pfizer, ils avaient clairement dit va y avoir une baisse de production, puis après ça va remonter. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils vont fournir plus de doses que ce qu'ils avaient dit au départ pour la fin mars. Donc, ils respectent leurs engagements sur la fin mars. Ok. En ce qui concerne les engagements des différents gouvernements et on va dire aussi le protectionnisme vaccinal, c'est sûr que c'est pas bien heureux, surtout pour les pays qui ont peut-être moins de moyens pour avoir accès à ces vaccins-là. Et en fait, la clé pour le contrôle de la pandémie, ça va être surtout cet été, quand ça va être à l'hémisphère sud qui va devoir gérer, on va dire, le froid. Le froid et la résurgence du coronavirus dans ces pays-là. Mm-hmm. Et ce qu'on veut pas, justement, il va falloir vraiment que les pays du Nord aident les pays du Sud à contrôler la pandémie, parce que sinon on s'en sortira pas. Si le Sud ça devient on va dire un bouillon de culture pour qu'il y ait des nouveaux variants qui arrivent et qui réinfectent le Nord, et là les vaccins marcheront plus parce que les variants contournent dans les vaccins et ça devient un cycle infernal. Donc il faut vraiment qu'il y ait une solidarité mondiale pour protéger toute la population. C'est ça le prochain défi après
avoir contrôlé la pandémie. Et j'aime lorsque vous parlez de défis parce que on ne semble pas comprendre chez les pays industrialisés les plus riches, c'est la course au vaccin et c'est à celui qui va en prendre le plus, même si on l'entrepose, alors que les pays pauvres n'en disposent pas du tout. Mais il y a quelque chose et pour lequel on n'a toujours pas de réponse. Comment se fait-il que nous ayons toujours beaucoup plus de cas de COVID en Occident, dans les pays qui ont les moyens de dépenser beaucoup d'argent pour s'acheter le vaccin, et qu'on en a très peu dans les pays pauvres, les pays d'Afrique, dans mon pays d'origine qui s'appelle Haïti, très peu de COVID. On a à peu près 250 décès en Haïti. Oui. C'est une très bonne question. À mon avis, c'est quelque chose qui est multifactoriel. Moi, je suis pas un spécialiste d'Haïti ou d'autres pays en voie de développement. Mais j'ai plus des impressions, j'ai des hypothèses. Donc il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus. La première chose qu'il faut penser, je connais pas exactement l'espérance de vie dans certains pays, mais bon, dans les pays occidentaux, on a quand même la mortalité s'attaque beaucoup aux plus de 80 ans, et en Occident, ce sont quand même des populations qui sont vieillissantes. Nous avons peut-être certains facteurs de comorbidité qu'on ne retrouve pas ailleurs qui pourraient favoriser la mortalité. L'autre chose, c'est que clairement, il y a une question de climat, hein. C'est évident que dans des pays où il fait plus froid en hiver, on a tendance à se regrouper dans des espaces très restreints et ça favorise la transmission, c'est évident. Puis on ne sait pas, il y a peut-être d'autres facteurs comme des facteurs génétiques par exemple. Peut-être qu'il y a des gens qui sont moins sensibles. C'est déjà connu pour d'autres virus. Il y a peut-être des populations qui sont plus à risque de développer des maladies sévères. Ça c'est possible aussi. Et finalement, ça je pourrais pas commenter. Est-ce que je peux vous proposer que si on reste dans une température, une région ou un espace, on va dire, aseptisé, est-ce qu'on n'est pas plus à risque lorsqu'on est en contact avec un microbe par rapport à celui qui vit en plein air et puis qui reçoit tout et qui se protège naturellement de toutes ces attaques-là? Alors, je ne veux pas vous donner une réponse claire parce que ça n'a jamais été étudié, mais mon impression serait que non, parce que je veux dire, c'est pas parce que vous êtes immunisé contre, par exemple, le virus de la dengue ou le virus Zika que vous serez immunisé contre un coronavirus. C'est deux pathogènes complètement différents. Mm-hmm. Complètement différents. Donc, je peux pas. Ça n'a jamais été étudié, mais mais selon les. Je veux dire, on est aussi. C'est pas une question. Je pense pas que le fait de vivre dans une société qui est plus aseptisée nous rend plus vulnérables à la Covid. Ça, personnellement, je n'y crois pas. Non, vous n'y croyez pas. Moi, je prends l'exemple. Est-ce que c'est la même chose? C'est à l'étudier plus profondément. Quelqu'un qui, comme moi, vivait en Haïti, je buvais l'eau potable. Pour moi, c'était correct. Oui. Et je n'avais aucun problème. Maintenant que je vis au Canada depuis 40 ans, quand je vais en Haïti et que je bois cette eau-là, la même, ça me rend malade. Oui, alors ça d'accord, parce que vous développez une immunité contre les micro-organismes qui sont présents dans l'eau. Donc là, on parle plus de bactéries ou de peut-être de champignons, des choses comme ça. Mais les virus respiratoires, c'est pas par le système digestif que vous allez les attaquer. Donc oui, effectivement, vous pouvez développer une certaine immunité contre les micro-organismes qui circulent de manière endémique dans certains pays. Et puis, quand vous quittez, vous perdez cette immunité parce que vous êtes moins en contact. Quand vous y retournez, c'est comme si finalement vous aviez perdu cette protection-là. Mais en ce qui concerne la Covid-19, c'est quelque chose de complètement différent parce que là, on parle de virus qui sont respiratoires. Et en fait, même, il y a un coronavirus. On n'en parle pas beaucoup, mais le coronavirus au Canada, on
il y a des coronavirus qui causent le rhume commun. En fait, le rhume tout bête, là, c'est souvent causé par un coronavirus. Donc même si on prend ce raisonnement-là, au Canada, on est plus assujetti à des rhumes en hiver, donc on devrait être plus protégé contre la Covid-19. Et en fait, il y a une certaine immunité protective, mais c'est pas vraiment le cas. Puis je pense que dans les pays chauds, il y a je sais pas trop, mais il y a probablement moins de rhume parce qu'il y a moins d'hiver. Absolument. J'imagine. Oui, c'est vrai. C'est un peu ignorant à ce niveau-là. Laurent Châtel-Chex, directeur du laboratoire NC3 et professeur à l'INRS. J'ai abusé de vous? Hein? Non, ça me fait bien plaisir de répondre à vos questions. J'espère que je vous ai rassuré un petit peu, mais... Beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci de votre invitation, monsieur Pierre. Merci, au revoir. Au revoir.